Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci Anne pour ce chaleureux accueil. Je suis très heureux de revenir, d'être de retour au sein des rencontres de Coppet. Je suis presque un vétéran des rencontres de Coppet, même si à 42 ans, je fais office de vétéran junior, si vous me permettez cet oxymore pour commencer, puisque j'avais eu le privilège, c'était en 2014, dans ce château, d'ouvrir le cycle créé à l'époque par mon amie Martine Aprib, qui était la fondatrice des rencontres de Coppet. C'était le début d'une belle aventure. Et depuis, je suis revenu avec différentes casquettes dans ce lieu. Et donc, c'est toujours avec émotion quand même que je reviens dans ce château, qui est un magnifique lieu de mémoire, neckérien et stélien, mais aussi un peu constantien, puisque Benjamin, on y reviendra, a effectué de nombreux séjours ici au château, que ce soit pour séduire Germaine de Staël, pour s'entretenir de politique avec Jacques Necker, ou pour organiser avec Germaine, ici même, la résistance libérale face à l'empereur. Dans cette même salle, il y a quelques années, en marge du festival de théâtre autour de Madame de Staël, j'avais eu la possibilité de parler des relations entre Madame de Staël et Napoléon, hein, le fameux duel entre la femme de lettres que nous aimons tous et l'empereur que nous aimons peut-être un peu moins, mais enfin qui est tout aussi fascinant. Et donc, ce soir, nous allons nous intéresser à un autre duel, peut-être un peu moins connu, mais tout aussi fascinant et complexe, puisqu'il s'agit du bras de fer entre Benjamin Constant et Napoléon, tant il est vrai qu'avec ces deux personnages, on retrouve cette opposition tout à fait captivante entre le sabre et la plume. Je vous laisse deviner qui tient le sabre et qui tient la plume dans cette affaire. En tout cas, Benjamin n'était pas très habile lorsqu'il s'agissait de se battre réellement en duel, puisqu'il était myope et un peu maladroit. Évidemment que le héros d'Austerlitz tenait le sabre avec un peu plus de dextérité. Par contre, quand il s'agissait de la plume, notre vaudois Benjamin savait se défendre. Donc, dans la galerie des opposants à Napoléon, Benjamin Constant occupe une place particulière. Si le Vaudois fut, en tant que membre du tribunat, l'un des premiers à avoir osé défier Bonaparte, s'il fut ensuite aux côtés de son amie et amante Germaine de Staël, l'un des principaux instigateurs de la résistance libérale face à l'empereur, il fut aussi celui qui accepta finalement de se rallier à son ennemi Napoléon durant le fameux épisode des 100 jours dont on parlera tout à l'heure, cette brève séquence entre mars et juillet 1815. Cette volte-face spectaculaire de Constant lui a attiré de vives critiques et lui a valu d'être qualifié d'opportuniste et de girouette. Mais la réalité historique est-elle si simple? Cette conférence permettra, je l'espère, de rouvrir le dossier et d'aller au-delà des idées reçues en montrant que les rapports entre Constant et Napoléon furent bien plus complexes qu'on ne l'imagine. Dans le contexte mouvementé de la fin de l'Empire napoléonien, alors que les enjeux géopolitiques sont décisifs, puisqu'il s'agit de refonder l'Europe sur de nouvelles bases, l'attitude adoptée par Constant est d'autant plus intéressante qu'elle est controversée. En retournant apparemment sa veste lors des 100 jours, Benjamin a prêté le flanc à la polémique et s'est discrédité aux yeux d'une partie de ses contemporains et de la postérité. Toute une légende noire, celle de Constant l'inconstant, a pris sa source dans la Palinodie de 1815. Cette volte-face a durablement terni la réputation de l'auteur des principes de politique, en mettant en cause la sincérité de sa parole et la cohérence de son engagement. Le souvenir obsédant des 100 jours a longtemps plané sur l'héritage constantien, au point de souiller le beau costume du maître d'école de la liberté. Et pourtant, la réalité est assurément plus complexe, comme c'est souvent le cas avec Benjamin. En effet, Constant se prête mal aux efforts de simplification réductrice et se dérobe aux tentatives de catégorisation hâtive. 2 siècles après la chute du Premier Empire, le dossier mérite donc d'être rouvert et revisité à nouveau frais, en se gardant d'émettre des jugements de valeur intempestifs et en conservant à l'esprit l'idée que la girouette n'est pas forcément celle qu'on croit. Rappelez-vous du bon mot d'Edgar Faure, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Il s'y connaissait. Alors, je n'ai pas le temps ici de vous faire un récit des 2 jeunesses parallèles de ces 2 contemporains que sont Benjamin et Bonaparte. On pourrait le faire, évidemment, mais nous n'en avons pas le temps. Ce qui serait intéressant, c'est si je pouvais le faire, c'est de montrer à quel point l'un et l'autre sont des outsiders, d'une certaine manière. L'un et l'autre sont partis à la conquête de Paris, avec
des qualités qui leur sont propres, avec des atouts qui leur sont propres. Mais entre Benjamin, ce vaudois protestant qui a fait ses classes à Erlangen, à Édimbourg, qui a vécu à Bruxelles, bref, qui n'est pas du tout un produit des élites parisiennes, et cet officier corse qui a toujours eu honte de son accent, qui a toujours eu honte de ses origines, qui ne se sentait pas vraiment accepté dans les salons parisiens lorsqu'il les fréquenta pour la première fois, on a deux outsiders qui vont, tels des Rastignac, partir à l'assaut de la capitale, et le choc frontal entre ces deux hommes était d'une certaine manière inévitable. Voilà ce que j'aurais pu vous raconter si j'en avais eu le temps, mais vous en avez au moins une sorte de petit résumé. On pourra y revenir dans la discussion. Mais revenons à ce fameux retournement de veste. Si le revirement de Constant en faveur de Napoléon au moment des 100 jours frappe tant les esprits et fait couler autant d'encre, c'est parce que le Lausannois a fait figure jusqu'alors d'opposant déclaré au régime de l'empereur. Bon, ils se sont connus sous le Directoire, se croisent pour la première fois aux alentours de 1797. Ce qui est assez piquant tout de même, c'est que Constant, à l'époque, a failli être envoyé en Italie auprès de Napoléon pour lui servir de conseiller politique pendant les campagnes d'Italie. C'est Talleyrand, le diable boiteux, il fallait que le diable boiteux intervienne tôt dans cette affaire, qui écrit à Bonaparte et qui lui dit « J'ai ici un Benjamin Constant que je peux vous envoyer ». Et puis finalement, Bonaparte revient trop tôt et ça ne se fait pas. On peut rêver de ce que ça aurait donné, Benjamin comme conseiller politique du jeune général Bonaparte dans l'Italie conquise par le jeune Aigle. Alors ça, c'est quasiment un scénario hollywoodien, mais ça ne s'est pas fait. Entre-temps, 1798, c'est la rencontre, toujours sous l'égide du diable boiteux, entre Bonaparte et Germaine. Et vous savez que ça ne s'est pas très bien passé. Il y a la fameuse discussion à table, Germaine de Staël qui s'adresse au futur empereur, qui lui dit « Quelle serait pour vous, monsieur, la première des femmes ?» Et il lui répond « Celle, madame, qui fait le plus d'enfants. » Évidemment que quand vous vous adressez à la plus grande femme de lettres de l'Europe du tournant des Lumières, c'est un tout petit peu maladroit, mais donc ça augurait mal des relations entre l'impératrice de la pensée et l'empereur. Bonaparte va ensuite se lancer dans la campagne d'Égypte, puis revenir dans les conditions que l'on sait pour préparer le coup d'État du 18 Brumaire. Mais dès le lendemain du coup d'État du 18 Brumaire, 9 novembre 1799, Benjamin Constant envoie une lettre à Sieyès pour lui faire part de ses inquiétudes concernant les véritables intentions de Bonaparte. Et je vous cite cette lettre, qui n'est pas assez connue, qui est absolument fascinante. On est quelques heures seulement après le coup d'État, et Benjamin a déjà tout compris. Voilà ce qu'il écrit à Sieyès. Ses proclamations, donc celles de Bonaparte, où il ne parle que de lui, où il dit que son retour a fait espérer qu'il mettrait un terme aux maux de la France, m'ont convaincu plus que jamais que dans tout ce qu'il fait, il ne voit que son élévation. Donc, il convient quand même de souligner le caractère lucide et prémonitoire de cette analyse. Necker, notre cher Necker, pendant ce temps, ici même à Coppet, a lui aussi fait preuve de clairvoyance, puisque quelques jours plus tard, il écrit à sa fille, je cite, « Le style de Bonaparte annonce qu'il se sent plus haut que la place dont il s'est chargé. » Donc le vieux banquier genevois a tout de suite compris, il ne va pas se satisfaire longtemps de se rendre premier consul, il vise plus haut. Et donc, Benjamin Constant, dès le lendemain de Brumaire, a tout de suite compris qu'effectivement, comme diront d'autres plus tard, Napoléon perce déjà sous Bonaparte. Au début du consulat, Constant s'attire rapidement les foudres de Bonaparte en s'efforçant de défendre les prérogatives du pouvoir parlementaire face à un exécutif devenu tout-puissant. Lors de son premier discours au tribunat, on est le 5 janvier 1800, Constant plaide en faveur de l'indépendance de cette assemblée délibérante en des termes qui ne manquent pas de vigueur. Je cite, « Sans l'indépendance du tribunat, il n'y aurait plus ni harmonie, ni constitution, il n'y aurait que servitude et silence, un silence que l'Europe entière entendrait. » Cette mise en garde contre les dangers d'une dérive despotique avait peu de chances de trouver grâce aux yeux du premier consul. Plus tard, dans ses 10 années d'exil, Madame de Staël reviendra sur ce fameux discours de Constant. Elle aura cette formule « Benjamin visait à signaler l'aurore de la tyrannie. » Pas l'horreur, on n'y est pas encore, mais l'aurore de la tyrannie. Bonaparte a tout de suite compris le message. Et alors la sanction va tomber assez rapidement, en janvier 1802, lorsque Bonaparte procède à l'épuration du tribunat afin d'en écarter les membres susceptibles de s'opposer à sa politique autoritaire. Sans surprise, Benjamin est l'une des victimes de cette manœuvre brutale. Cette éviction marque un point de non-retour.
la rupture entre les deux hommes est inévitable. Le contentieux s'aggrave encore l'année suivante, quand Germaine de Staël est exilée par Bonaparte, lequel redoute l'influence de cette femme de lettres et considère son salon parisien comme un foyer d'agitation idéologique et comme un repère de factieux. Au château de Coppet, ici même, Constant partage la disgrâce de son amie et orchestre avec elle la contre-attaque libérale face au régime napoléonien. On est ici dans un bastion de l'opposition à Napoléon. C'est dans cette perspective que Benjamin s'attelle, durant ces années de proscription, il est vraiment mis à l'écart, il s'attelle à la rédaction de volumineux traités politiques dans lesquels il pose les fondements de sa doctrine libérale. Ce sont des textes qu'aujourd'hui on lit, traduits dans différentes langues, de Yokohama à Toronto. Mais à l'époque, il ne s'agit pas de les publier encore. Mais dans ces traités, on trouve exposés les principes essentiels de ce théoricien en matière de sauvegarde des libertés fondamentales de l'individu, en matière de responsabilité des gouvernants et de limitation du pouvoir. Fondé sur la recherche permanente d'une synthèse entre l'ordre et la liberté, c'est l'obsession de Constant et de Staël, trouver cet équilibre entre l'ordre et la liberté, ces écrits expriment la volonté de concilier les impératifs d'une autorité stable et la garantie des droits individuels. Ces traités, à commencer par les fameux principes de politique rédigés en 1806, développent une critique radicale du despotisme et peuvent donc être lus comme une attaque frontale contre le régime napoléonien. Voilà ce que dit Constant, la souveraineté n'existe que d'une manière limitée. Lorsque cette autorité s'étend sur des objets hors de sa sphère, elle devient illégitime. Voilà ce qu'il écrit dans un passage fameux des principes de politique. Et dans ce même texte, il écrit « Destinée cruelle pour les amis de la liberté, mais ce sont eux, ces missionnaires de la vérité, c'est sur eux que repose l'espoir de la race humaine. » Vous imaginez comment de tels textes auraient été reçus à Paris. C'est pourquoi ces ouvrages sont impubliables sous l'Empire, dans la mesure où la censure impériale les aurait immédiatement mis au pilon à la manière du traitement qu'elle inflige en 1810 au fameux de l'Allemagne de Madame de Staël, dont Napoléon a ordonné la destruction intégrale. Heureusement, elle avait pu en sauver une copie et le faire réimprimer 3 ans plus tard à Londres. Dans un tel climat, Constant ne peut envisager de faire paraître ces traités politiques et ne parvient donc pas à diffuser aussi largement qu'il le souhaiterait les réflexions anti-bonapartistes qui ont inspiré plusieurs chapitres de ses ouvrages. Toutefois, le vent finit par tourner. Constant a le pouvoir de la patience, il sait attendre son heure. La débâcle de Russie en 1812, puis la défaite de Leipzig en 1813 marquent le début de la fin et laisse entrevoir un effondrement prochain de l'Empire. Dans ce contexte de crépuscule impérial, Benjamin peut enfin exprimer par la voix de l'imprimé tout le mal qu'il pense de Napoléon. Et voilà à cet égard ce que dit Barante, son ami Barante, qui est souvent venu ici à Coppet, à propos de Benjamin, sa haine pour Napoléon, si longtemps comprimée, éclatait avec toute la verve de la vengeance. Il a gardé ça pour lui et il va se lâcher. Puisant dans les manuscrits qu'il avait dû laisser inédits, Constant rédige de l'esprit de conquête et de l'usurpation un réquisitoire cinglant contre le principe même de la dynamique napoléonienne, la guerre de conquête. Publié en janvier 1814 à Hanovre, ça va faire l'effet d'une bombe, cet ouvrage dénonce la dictature militaire de l'empereur et présente la politique guerrière comme un moyen devenu anachronique dans un monde moderne, désormais régi par les lois du commerce. Je cite Constant, « Nous sommes arrivés à l'époque du commerce, époque qui doit nécessairement remplacer celle de la guerre. Un gouvernement qui voudrait aujourd'hui pousser à la guerre et aux conquêtes un peuple européen commettrait donc un grossier et funeste anachronisme. » Sous la plume de Constant, le régime napoléonien apparaît non seulement comme l'incarnation absolue de la tyrannie, mais aussi comme un modèle belliciste dépassé et par là même condamné à être relégué dans les oubliettes de l'histoire. Le 15 avril 1814, quelques jours seulement après l'abdication de Napoléon, Constant revient à Paris et se signale aussitôt par une intense activité de publiciste. Dans cette France de la première Restauration, il multiplie les brochures en faveur de la charte constitutionnelle octroyée par Louis XVIII. Le fameux compromis entre le trône et la nation,
entre l'ancienne France des Bourbons et la nouvelle France issue de la Révolution française. Et Constant défend cette charte avec acharnement, dans l'espoir de faire pencher la balance dans le sens du parlementarisme, en insistant sur le caractère contractuel du nouveau régime en place. Constant n'a de cesse de rappeler que la monarchie bourbonienne restaurée n'est légitime que dans la mesure où elle se soumet à ce pacte fondamental qui lie désormais le trône à la nation. Cependant, en cette année 1814, Benjamin n'écrit pas que des brochures, mais aussi de vibrantes lettres d'amour. Parce qu'avec Benjamin, vous savez que les histoires sentimentales viennent toujours un peu court-circuiter les efforts politiques. Benjamin a eu en effet l'imprudente idée de s'éprendre de Madame Récamier. Il n'est pas le seul, vous me direz, durant cette période, la belle des belles, la plus belle femme de l'Empire, à laquelle il voue une passion dévorante qui n'est pas réciproque. Il lui écrit des lettres, ça ne va que dans un sens. Voilà ce qu'il lui écrit, par exemple, en ce 2 septembre 1814. « Je ne pense qu'à vous, mais je puis peut-être encore me combattre. Je n'ai vu que vous depuis ces 2 jours. Tout votre charme est entré dans mon cœur. Il est de fait que j'ai peine à respirer en vous écrivant. Prenez-y garde, vous pourrez me rendre trop malheureux pour n'être pas malheureuse. Je n'ai jamais qu'une pensée, vous l'avez voulu. Cette pensée, c'est vous. Politique, société, tout a disparu. Je vous parais fou peut-être, mais je vois votre regard, je me répète vos paroles. Je vois cet air qui réunit tant de grâce à tant de finesse. J'ai raison d'être fou, je serais fou de ne pas l'être. » C'est quand même mieux que nos SMS. Enfin, je n'ai pas lu les vôtres. Mais... Alors c'est ça qui est merveilleux avec Benjamin, c'est que l'Europe entière est en train de basculer. Il est l'un des premiers théoriciens politiques de son temps et il passe ses nuits à écrire des lettres à Juliette Récamier en vain. On ne le corrigera jamais. Momentanément éclipsé par les sentiments amoureux, on l'a vu, la politique ne tarde toutefois pas à le rattraper, car le vent de l'histoire tourne à nouveau. C'est ce qui est formidable durant cette période, ça bouge sans arrêt. Le 1er mars 1815, Napoléon, qui s'est échappé de l'île d'Elbe, débarque à Golfe-Juan. Le vol de l'Aigle a commencé, 19 jours plus tard, le revenant entrera dans Paris en vainqueur. Dans l'intervalle, la capitale retient son souffle. Rien dans l'histoire n'a ressemblé à ce quart d'heure, écrira Victor Hugo. Je plaisantais bien sûr tout à l'heure en disant qu'on aimait moins Napoléon. Le côté épique de son destin est extraordinaire. D'ailleurs, il y a des amis napoléoniens dans la salle. Donc, même si je suis avant tout constantien, stélien et neckérien, j'ai évidemment aussi une fascination pour le mythe napoléonien. La preuve, c'est que je donne un séminaire sur cette question même en ce moment à l'Université de Lausanne. Donc, réconcilions tout de suite les Copétiens et les Napoléoniens qui se côtoient ici devant moi ce soir. Rien dans l'histoire n'a ressemblé à ce quart d'heure, écrit Victor Hugo. Tandis que Napoléon remonte vers Paris, Constant se range fermement du côté de Louis XVIII, non pas par royalisme, mais par conviction que les circonstances dramatiques du moment peuvent contraindre la monarchie menacée à tenter de se sauver. Comment ? En scellant enfin une véritable alliance entre la couronne et les libéraux, afin de rallier la France des notables à la cause du roi. Tel est donc le pari que fait Constant. N'oublions jamais que Constant est un joueur. Ça l'a ruiné d'ailleurs. Dès l'adolescence, il perd tout son argent, déjà quand il est étudiant en Allemagne et à Édimbourg, parce qu'il joue au pharaon et à toutes sortes de jeux d'argent et qu'il se ruine. Constant est un joueur sur les tapis verts, c'est un joueur en amour et c'est un joueur en politique. Et donc là, cet incorrigible joueur qu'est Benjamin Constant, qui fréquente à la fois les tripots et les assemblées, les deux ne sont pas incompatibles, paraît-il, eh bien, Constant fait le pari, justement, de profiter du coup de théâtre que représente le retour de Napoléon pour forcer le régime des Bourbons à tourner définitivement le dos à l'ancien régime. Envisagé de la sorte, le vol de l'Aigle peut constituer une aubaine pour les partisans de la charte, à condition bien sûr que l'Aigle soit vaincu. Constant y croit encore, le 19 mars, lorsqu'il publie dans le journal des débats un article retentissant qui invite les Français à se regrouper autour de leur monarque et à tout faire pour repousser l'ancien empereur. Mobilisant toutes les ressources de l'invective, Benjamin transforme ce texte en une diatribe incendiaire contre Napoléon. Je cite, « Du côté du roi est la liberté constitutionnelle, la sûreté, la paix. Du côté de Bonaparte, la servitude, l'anarchie et la guerre. Son glaive seul nous gouvernerait. Cet Attila
plus terrible et plus odieux, parce que les ressources de la civilisation sont à son usage. Et Constant termine ce morceau de bravoure par une annonce tonitruante qui lui sera amèrement reprochée par la suite. Je cite, « Je n'irai pas, misérable transfuge, me traîner d'un pouvoir à l'autre, couvrir l'infamie par le sophisme et balbutier des mots profanés pour racheter une vie honteuse. » Manque de chance pour le Lausannois, parce que souvent il perd quand il joue, manque de chance pour le Lausannois, dans la nuit qui suit la parution de l'article, c'est trop tard, il est déjà imprimé, Louis XVIII s'enfuit de la capitale et prend le chemin de l'exil, il va aller à Gand. Et le 20 mars au soir, Napoléon arrive à Paris et s'installe dans un palais des Tuileries déserté par le roi. Ainsi, à peine l'article du journal des débats est-il publié, qu'Attila a déjà repris le pouvoir. C'est peu dire que Constant, gravement compromis, se trouve alors dans une position hautement périlleuse, vous imaginez. Néanmoins, à son grand étonnement, il constate que Napoléon, loin de vouloir sa peau, est au contraire disposé à collaborer avec lui. Le revenant de l'île d'Elbe a pris la mesure de la situation et a bien compris qu'en son absence, la France avait connu des changements politiques significatifs qui rendaient impossible un retour complet à l'autoritarisme qui avait prévalu sous l'Empire. En d'autres termes, pour s'assurer le soutien indispensable des élites, l'empereur est obligé de composer avec celles-ci et de se plier à la nouvelle donne en acceptant de bâtir un régime constitutionnel d'inspiration libérale. Afin d'opérer cette synthèse improbable entre bonapartisme et libéralisme, Napoléon se résout à faire appel à son éternel opposant. Il propose en effet à Constant, porte-parole des libéraux et théoricien reconnu du parlementarisme, de rédiger l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Nommé conseiller d'État, Benjamin accepte le mandat qu'on lui confie et produit en l'espace de quelques jours un texte constitutionnel qui renforce ouvertement le pouvoir législatif au détriment de l'exécutif et qui garantit l'indépendance de la magistrature, la liberté des cultes, la liberté de la presse et le droit de pétition. C'est pas mal quand même. On comprend que Chateaubriand est reconnu dans ce texte ce qu'il appelle une charte améliorée. Chateaubriand ne fait pas souvent des compliments à Benjamin, mais là, il dit quand même chapeau. Imposée par les circonstances, évidemment, cette union insolite du bonapartisme et du libéralisme constantien était-elle viable? C'est la grande question qu'on se pose. On ne le saura jamais, bien sûr, puisqu'à peine 2 mois plus tard, la déroute de Waterloo, le 18 juin, et la seconde abdication de Napoléon qui s'ensuit vont empêcher la mise en application de ce programme politique qui était censé poser les bases d'un empire libéral. Deuxième rendez-vous manqué. On ne saura jamais ce qu'aurait donné la collaboration précoce entre le général Bonaparte et le jeune Benjamin en Italie. On ne saura pas non plus ce qu'aurait donné ce compromis entre le libéralisme constantien et le bonapartisme dans une sorte d'empire libéral rendu nécessaire par les 100 jours. Waterloo est passé par là. Évidemment, la volte-face spectaculaire de Constant durant les 100 jours ne pouvait que frapper d'étonnement la plupart des contemporains. Alors que le 19 mars, le Lausannois lançait bruyamment l'anathème contre le tyran sanguinaire échappé de l'île d'Elbe, le voilà métamorphosé, quelques semaines plus tard, en conseiller de Napoléon, chargé de rédiger la nouvelle constitution impériale. C'est un peu rapide comme transition quand même. Ce brusque revirement suscite de nombreuses réactions et lui attire de vives critiques de la part de ses ennemis, lesquels ne manquent pas l'occasion de fustiger la versatilité de Benjamin et d'ériger celui-ci en archétype du parjure cynique et opportuniste. Vous vous rappelez de la chanson de Dutronc, « Je retourne ma veste ». On se rappelle aussi de la citation de Serge Gainsbourg, « J'ai retourné ma veste quand je me suis rendu compte que la doublure était en vison ». C'est l'époque où il avait commencé à composer pour les yéyés. Dès le début de la Seconde Restauration, juillet 1815, Constant est assimilé à une figure politique qui fait fureur dans la littérature polémique de cette période, la girouette. Depuis la Révolution de 1789, alors que la France a vu se succéder des régimes de nature fort différente, à une cadence parfois effrénée, plusieurs personnages,
comme Talleyrand, comme Fouché, sont parvenus malgré tout à se maintenir en place en prêtant des serments d'allégeance tantôt à la République, tantôt à l'Empire, tantôt à la monarchie. Ce phénomène de girouettisme a atteint son paroxysme lors des 100 jours, ce qui explique l'omniprésence de cette thématique dans les débats qui agitent le pays durant les mois qui suivent Waterloo. Du coup, en août 1815, paraît le Dictionnaire des girouettes. Si seulement on pouvait, dans la France d'aujourd'hui, publier un dictionnaire des girouettes. Ouais. Surtout après l'élection de 2017, il y a eu quelques Fouché et quelques Talleyrand. D'ailleurs, certains journaux français à l'époque s'étaient amusés à comptabiliser les retournements de veste de certains soutiens de François Fillon ou de Manuel Valls ou comme ça. C'était assez amusant. Il y a toujours des clins d'œil de l'histoire. Comme on peut s'y attendre, Constant occupe une place de choix dans ce dictionnaire des girouettes, qui cherche à le ridiculiser en reproduisant l'article du Journal des débats, dans lequel il a clamé, juste avant son ralliement à Napoléon, qu'il n'irait pas, misérable transfuge, se traîner d'un pouvoir à l'autre, vous vous souvenez. Dans la même veine éditoriale, le dictionnaire des protés modernes retranscrit à son tour la profession de foi constantienne du 19 mars, en reprochant à son auteur, je cite, « de détruire le lendemain ce qu'il a édifié la veille. On peut dire de lui qu'il est seulement constant dans son inconstance. » Alors ça, c'est parti pour 2 siècles de Constant l'inconstant. À l'Institut Benjamin Constant, on en a jusque-là de ces Constant l'inconstant, mais bon, voilà, il n'a peut-être pas toujours fait ce qu'il fallait pour éviter ce surnom. Le même angle d'attaque est adopté dans un autre ouvrage de 1815 intitulé « Conversion miraculeuse », qui invoque lui aussi l'article du Journal des débats, puis la collaboration avec Napoléon, pour qualifier Constant de misérable transfuge, bien sûr, et le comparer à un caméléon politique. Ah voilà, une autre étiquette qui va lui coller au front. Et c'est précisément sous les traits d'un caméléon que le Lausannois est dépeint dans une caricature à succès de l'époque, qui comporte en guise de légende ce commentaire peu amène « Cet animal vilain est leur Benjamin ». La girouette, le caméléon, qui change de couleur à chaque saison politique, Benjamin l'inconstant. Une autre image, diffusée dans ce contexte, représente Constant en équilibre au-dessus d'un torrent déchaîné, posant un pied du côté de la charte et l'autre du côté de l'acte additionnel, avec l'explication suivante, le double serment ou fidélité constante à tout le monde. Brocardé dans les imprimés et dans les caricatures, le transfuge Benjamin n'est pas épargné non plus dans les chansons satiriques qui prolifèrent en 1815. L'une d'entre elles, qui lui est spécialement dédiée, a pour titre La Girouette. En voici le couplet phare. Le matin royaliste, je dis « Vive Louis !» Le soir, bonapartiste, pour l'empereur j'écris. Suivant la circonstance, toujours changeant d'avis, je mets en évidence l'aigle ou la fleur de lys. Et alors ces chansons-là, évidemment, parcouraient les faubourgs. Il ne faut jamais oublier l'impact considérable qu'avaient les chansons politiques de l'époque. Et une autre chanson en vogue, à ce moment-là, intitulée « Voilà ce que c'est d'être constant », met plaisamment en musique la palinodie des 100 jours. Je cite « Le 19 mars, publiquement, voilà ce que c'est d'être constant. Sur Bonaparte avec outrance, je criais vengeance. Mais bientôt la France me vit Benjamin du tyran. Voilà ce que c'est d'être constant. » La légende noire est en marche, façonnée par les publicistes, les caricaturistes et les chansonniers. Dans le bouillonnement des controverses de 1815, l'image dégradante de la girouette collera dorénavant à la personne de Benjamin Constant et exercera une influence aussi durable que néfaste sur sa réputation, de son vivant, puis de manière posthume. Les détracteurs du tribun libéral ne se priveront pas de rappeler avec insistance sa malencontreuse pirouette des 100 jours. Toute l'historiographie anticonstantienne des 19e et 20e siècles utilisera cette arme, à commencer par les 2 critiques les plus sévères de l'auteur des Principes de politique, Sainte-Beuve et Henri Guillemin. Commençons par Sainte-Beuve. Dans un texte d'abord publié dans les colonnes du Constitutionnel, le 27 janvier 1862, avant d'être repris l'année suivante dans les Nouveaux Lundis, Sainte-Beuve, qui n'a jamais caché sa profonde aversion pour Benjamin et son œuvre, il déteste Constant,
Sainte-Beuve se sert de l'épisode des 100 jours pour jeter le discrédit sur l'ensemble de la carrière de cet homme qu'il exècre. En se ralliant à Napoléon après l'avoir combattu, Constant a fait preuve, selon Sainte-Beuve, je cite, d'une attitude méprisable qui équivaut à un échec moral irréparable. Rien ne pourra jamais effacer cette faute impardonnable qui a porté un coup mortel à sa considération. La Sainte-Beuve se frotte les mains parce qu'il a l'épisode parfait pour démolir ce Benjamin Constant qu'il déteste. Et ça va lui faire du tort, cette haine de Sainte-Beuve à Constant, enfin à sa mémoire posthume, puisque depuis décembre 1830, il est enterré au Père-Lachaise. Un siècle plus tard, c'est au tour d'Henri Guillemin de descendre dans l'arène. Benjamin Constant constitue, à l'instar de Madame de Staël, l'une de ses cibles favorites. Vous savez que le fougueux critique qu'était Henri Guillemin avait des têtes de Turcs et qu'il vouait une haine quasi obsessionnelle aux membres du groupe de Coppet. Il détestait Necker, qu'il appelait le petit papa Necker, et il détestait Madame de Staël et Benjamin Constant. Dans ses ouvrages Benjamin Constant Muscadin, publié en 1958 chez Gallimard, et Madame de Staël, Benjamin Constant et Napoléon, sorti de presse l'année suivante, Henri Guillemin présente Constant comme un arriviste cupide et sans scrupules, prêt à toutes les compromissions. « Il s'est vendu à Napoléon, dit Guillemin. Il suffit de lui trouver un emploi bien rémunéré et il écrira ce qu'on voudra. » Donc cette idée qui vend sa plume comme un mercenaire. Il y avait des mercenaires dans la famille Constant. Évidemment que dans ces familles des élites vaudoises qui allaient diriger des troupes en Hollande ou en France, on avait des mercenaires. Le père de Constant, Juste de Constant, dirigeait un régiment au service des Provinces-Unies. Et pour Guillemin, évidemment, l'analogie est vite trouvée de faire du fils Constant un mercenaire de la plume cette fois. Dans un article paru dans le Nouvel Observateur en octobre 1967, sous le titre « Benjamin l'imposteur », Henri Guillemin se concentre sur l'épisode des 100 jours et va jusqu'à comparer le Constant de 1815, je cite, à un chimpanzé sautant de branche en branche. Un chimpanzé. Bienvenue dans l'univers lexical d'Henri Guillemin. Donc tous les coups sont permis avec lui, puisqu'il traitait Madame de Staël de boulotte. Toujours avec élégance. Compte tenu de la notoriété de Guillemin et de l'écho médiatique de ses interventions, parce qu'il passe à la radio, à la télévision, conférences grand public, il a une audience énorme. On imagine l'impact que de telles attaques ont pu avoir sur la réputation posthume de Constant. Toute une génération qui a écouté du Guillemin à longueur d'émissions de radio et de conférences et de causeries et d'émissions de télévision avait fini par se graver dans la tête l'idée que Staël et Constant valaient pas grand-chose. Et donc il a fallu longtemps ensuite pour rétablir la réputation du groupe de Coppet après que le bulldozer Guillemin soit passé. À première vue, la cause semble entendue. La volte-face des 100 jours est censée classer irrémédiablement Benjamin l'Inconstant dans la vile catégorie des girouettes politiques qui tournent à tout vent et qui se rallient sans état d'âme aux puissants du moment. Cependant, et là c'est un peu le tournant de la conférence, donc préparez-vous pour la suite. Cependant, en y regardant de plus près, en essayant de comprendre et non de juger, c'est-à-dire en se livrant à un travail d'historien et non à une mission d'inquisiteur ou de déboulonneur de statues, on s'aperçoit que l'interprétation traditionnelle du rôle de Constant en 1815 n'est pas convaincante, car elle se focalise sur les apparences au lieu de s'intéresser au fond de la question. En demeurant à la surface des choses, cette lecture manque l'essentiel et passe donc à côté de ce qui se joue réellement durant les 100 jours entre le théoricien libéral et l'empereur revenu de l'île d'Elbe. On va tordre le cou à la légende maintenant. Ici, dans cette cave, ce soir. Constant lui-même a pourtant donné la clé de l'énigme dès les années 1819-1820, en publiant dans la Minerve française, journal libéral important à l'époque, une série de lettres sur les 100 jours, qu'il a ensuite rassemblées dans 2 volumes ayant pour titre « Mémoire sur les 100 jours ». Dans cet exposé rétrospectif, il prend soin d'expliquer sa conduite avec une extrême précision. Bien entendu, cette version constantienne des faits obéit à une logique d'auto-justification et répond à un besoin de rétablir, autant que possible, une réputation écornée.
Il convient dès lors de rester prudent face à cet ouvrage, puisque l'auteur cherche à légitimer son attitude et à recomposer a posteriori une image de lui-même qui puisse paraître à la fois cohérente et honorable. Néanmoins, les mémoires sur les 100 jours ne se limitent pas, loin s'en faut, à un simple plaidoyer pro-domo. Constant y développe en effet une analyse particulièrement rigoureuse et pénétrante de cette période charnière et propose à ses lecteurs une justification crédible et solidement étayée du rôle qu'il a joué dans ce contexte. Le Lausannois souligne tout d'abord que son engagement solennel du 19 mars 1815, je n'irai pas misérable transfuge, son engagement solennel en faveur de Louis XVIII, ne devait être tenu qu'à une seule condition. Il fallait évidemment que le monarque reste en place pour défendre son trône et son peuple contre Napoléon. Dès le moment où le souverain et sa cour ont abandonné le pays à son sort en prenant la fuite, Constant et ses amis libéraux ont pu considérer qu'ils étaient délivrés de toute obligation envers un régime démissionnaire dont la dérobade exposait le territoire français au risque d'une nouvelle invasion des puissances européennes coalisées. Je cite Constant, « Les constitutionnels, dont lui-même, n'ont pas déserté une cause, ils ont été désertés par une cause. Ceux qui avaient voulu entourer le roi constitutionnel virent que le sol français allait être envahi et que c'était le sol qu'il fallait préserver. On m'a reproché de ne pas m'être fait tuer auprès du trône que le 19 mars j'avais défendu. C'est que le 20 mars, j'ai levé les yeux, j'ai vu que le trône avait disparu et que la France restait encore. » D'ailleurs, Constant, ça c'est pas connu non plus, dès le 30 avril 1815, avait écrit à Napoléon, je cite, « C'est en vain que l'on m'appelle transfuge. S'efforcer de défendre un gouvernement qui s'abandonne sans résistance, le gouvernement de Louis XVIII, ce n'est pas promettre de s'expatrier avec lui. » Ce n'est donc pas Benjamin qui a trahi les royalistes. Ce sont les royalistes qui ont manqué à leurs propres paroles en fuyant lâchement le royaume qu'ils devaient protéger. Mais Constant s'emploie surtout à démontrer que son ralliement à Napoléon en avril 1815 ne fut pas la volte-face que l'on croit. Le fait d'accepter cette collaboration avec l'empereur ne l'a aucunement conduit à renier, par opportunisme, ses convictions profondes. Au contraire, ce pacte avec son ancien adversaire fut pour lui un moyen de rester fidèle à ses idéaux politiques en profitant des circonstances pour mettre enfin en pratique son programme libéral. Benjamin met ici en évidence l'élément décisif qui constitue la clé de toute l'affaire. Ce n'est pas lui qui a changé de cap en 1815, c'est Napoléon. C'est bel et bien l'empereur qui a opéré un véritable revirement, non pas par choix, mais par nécessité tactique dans une conjoncture bien spécifique. Or, pour Constant, peu importe que cette conversion de Bonaparte au libéralisme soit davantage le fruit d'un calcul que d'une adhésion sincère. Seul compte en définitive le résultat de l'opération, à savoir la possibilité concrète d'infléchir le nouveau régime impérial dans le sens du parlementarisme et de la limitation du pouvoir qu'il n'a cessé d'appeler de ses vœux. Je cite Constant, « Napoléon, après le 20 mars, me parut différent du Napoléon qui avait asservi la France et l'Europe. Après son retour, j'ai cru la liberté possible sous le gouvernement qu'on l'obligeait d'établir. Je cherchais à entourer son pouvoir de barrières constitutionnelles parce que je crois que dans tous les systèmes, les barrières de ce genre sont nécessaires. Je trouvais que si Bonaparte était de bonne foi dans ses offres de se plier à la liberté, il méritait d'être soutenu. Et que s'il n'était pas de bonne foi, il fallait profiter de ce qu'il offrait pour tourner contre lui son propre artifice. Il fallait se réunir au gouvernement nouveau et le limiter en l'appuyant. Aux yeux de Benjamin, il importait de saisir en 1815 cette occasion inespérée d'instaurer un régime conforme à ses idées libérales, même si cela supposait de s'associer à un homme qu'il avait longuement combattu auparavant et pour lequel il n'éprouvait aucune sympathie. L'objectif prioritaire pour Constant consiste à favoriser, à tout prix et par tous les moyens, l'adoption et l'application d'une constitution respectueuse des libertés fondamentales, et ce, quelle que soit la nature du régime en place. Je cite Constant, « J'ai toujours cru que la liberté est possible sous toutes les formes, qu'elle est le but
et que les formes sont les moyens. Tout est dit, le fond prime sur la forme. Sur la base d'une telle conception de la politique, il devient parfaitement admissible, et même logique, d'être disposé à se rallier aussi bien à la monarchie tempérée d'un Louis XVIII qui serait pleinement solidaire de la charte, qu'à l'empire libéral d'un Napoléon qui aurait renoncé au despotisme au profit de l'acte additionnel. Dans un cas comme dans l'autre, l'enjeu central est identique. Il faut que l'autorité soit limitée et que l'exercice des libertés individuelles soit garanti. Si ces conditions primordiales sont remplies, on peut s'accommoder aussi bien du roi podagre, Louis XVIII, que de l'ogre de Corse, Bonaparte, tant que le but est atteint. On l'aura compris, les mémoires sur les 100 jours sont bien plus qu'une habile apologie personnelle. Si Constant réussit à se montrer convaincant dans ce texte, ce n'est pas seulement grâce à sa redoutable dextérité argumentative, mais c'est surtout parce que la cause qu'il plaide est tout à fait défendable. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si, dans les travaux scientifiques les plus récents, les chercheurs qui se sont penchés avec le plus d'attention sur la question ont estimé que l'auto-justification du Lausannois était valable. Qu'il représente les études constantiennes, comme Étienne Hoffmann ou Tsvetan Todorov, ou les études napoléoniennes, à l'image de Gérard Gingembre, ces spécialistes ont jugé nécessaire de réhabiliter le Benjamin Constant des 100 jours et de réfuter la thèse de la palinodie mesquine qui avait prévalu jusqu'à Henri Guillemin et ses épigones. Étienne Hoffmann a fort bien montré comment l'auteur des principes de politique est parvenu, je cite, à rester fidèle à ses principes en s'adaptant au changement de régime. La fidélité dont il fait preuve, c'est celle qu'il voue à des principes qu'il a défendus depuis longtemps. S'il n'est pas lié à un régime, Constant demeure intransigeant quant à ses idées. Il ne retourne pas sa veste, mais il se rallie au gouvernement qui se rapproche le plus de cet idéal dont il a fixé lui-même les conditions. Tsvetan Todorov aboutit au même diagnostic, je cite, « Constant est fidèle non au parti, mais au principe, parce que sa loyauté va aux idées auxquelles il croit, non aux appareils. L'opportuniste n'est pas toujours celui qu'on croit. Ce n'est pas Constant qui a changé pour rendre la collaboration des deux hommes possible, c'est Napoléon qui a changé. » Gérard Gingembre ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme, je cite, « L'apparent revirement de Constant s'explique en grande partie par le revirement de Napoléon lui-même. Toute l'action de Constant durant les 100 jours est un marché en faveur de la liberté. » Et j'en viens à ma brève conclusion. Il ressort de toutes ces considérations un Benjamin Constant beaucoup moins inconstant que celui qu'on a trop souvent dépeint à la légère, sans chercher à comprendre les véritables ressorts de son engagement. Benjamin fut fidèle à ses convictions, par-delà la diversité des régimes auprès desquels il s'est rangé. Dès lors, au lieu de stigmatiser l'infidélité dont il a parfois fait preuve vis-à-vis des personnes et des clans dont les intérêts sont fluctuants, il serait sans doute plus judicieux de mettre l'accent sur sa fidélité envers les principes qui sont, quant à eux, immuables. Sur le théâtre d'ombre des 100 jours, au milieu des arlequins ambitieux qui viraient Casaque et tournaient à tout vent, la silhouette longiligne de Benjamin Constant a dessiné une figure singulière dont la versatilité apparente cache la fixité principielle. Cette figure politique, malheureusement trop rare, est celle d'une girouette immobile. Je vous remercie. J'avais 45 minutes, on a fait 45 minutes pile, ce qui prouve, si besoin était, que comme Benjamin, je suis vaudois.